Laurent Geoffrin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Un mot sur le Brésil. Hier, invasion de la présidence, du Congrès, de la Cour suprême à Brasilia par des militants soutenant Bolsonaro. Pour vous, c'est un putsch ou c'est une espèce de parodie trumpiste, de happening? Si bien compris, si c'est un putsch, il est raté, parce qu'ils ont repris... Visiblement. Et ils ont bien fait, et Lula a bien fait de réagir comme ça. Mais c'est vrai que ce sont des démocraties différentes, les États-Unis, le Brésil, mais il y a une fascisation de cette population, il n'y a aucun doute. Une foule qui considère que l'élection ne vaut pas légitimité. L'élection ne vaut rien, et que c'est la force qui compte, et qu'on est fondé à refuser les procédures démocratiques et à les violer. On est protégé contre cela en France, où il y avait de cela un peu dans les Gilets jaunes il y a 4 ans. Il y avait un peu de ça dans les Gilets jaunes, pas tous, hein, loin de là, mais il y avait une fraction des Gilets jaunes qui considéraient que la violence était légitime, mais qu'on pouvait, non pas renverser, mais attaquer les institutions par la violence, et qu'on allait imposer les réformes qu'on souhaitait par un rapport de force dans la rue. Donc c'est une radicalisation d'une partie des classes populaires, d'ailleurs, parce que souvent c'était des gens... C'est pas des bourgeois qui font ça. Les révolutions étaient faites dans le temps pour imposer de la démocratie. On les a connues comme telles. Maintenant, c'est l'inverse. Dans les années 30, c'était pas exactement ça. C'est un 6 février 34 à l'envers qui... Voilà, ça évoque à certains égards les années 30, sauf que les idéologues de l'extrême droite, pour l'instant, condamnent ce genre de pratiques. Parce qu'ils ont des partis... ils veulent gagner par les élections. Oui, ils sont légalistes. Le Front National a toujours été légaliste. C'est sa seule qualité, d'ailleurs, à mon avis, c'est que Le Pen a toujours dit on ne va pas prendre le pouvoir, instruit par les tentatives du temps de l'Algérie française. Il a dit ça, c'est une impasse, il faut prendre le pouvoir par les urnes. Comme c'est un bon orateur, ça lui donnait un avantage dans la concurrence interne à l'extrême droite. Donc le Front National est légaliste. Et Zemmour, moins. Zemmour, il a parfois des déclarations qui sont... à la limite d'une déclaration de factieux. Quoi. Il pourrait être tenté par une sorte de grande révolte identitaire française qui bousculerait les institutions. Mais Zemmour ne cesse d'annoncer la guerre civile. Il le fait tellement qu'on finit par croire qu'il le souhaite. Et quand on discute avec lui, moi, ça m'est arrivé de discuter avec lui hors micro, quand je faisais des débats à la télé, de temps en temps, il sort des trucs comme oui, mais vous savez... à la frontière d'Allemagne et de la Pologne après la guerre, on a bougé 3 millions de personnes. Pourquoi on ne pourrait pas le refaire ? Alors demain, Elisabeth Borne va présenter la réforme des retraites. On connaît le contenu à peu près, 64 ans progressivement, 43 ans de cotisation. Est-ce que c'est une réforme raisonnable ? Est-ce que les syndicats n'ont pas un peu tort de se bloquer sur l'âge alors que dans tous les pays voisins, on a fait cet effort ? Oui, mais si vous regardez les pays voisins, il y a beaucoup d'exceptions. On dit toujours, à tel endroit, ils sont à 65, 70... Oui, mais ils ont admis que les gens qui commençaient tôt partaient plus tôt, par exemple. Donc c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. C'est là-dessus qu'il faut travailler, peut-être. Alors, je vais vous dire sur quoi il faut travailler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la mesure d'âge uniforme s'applique à des situations très différentes. Et ça, c'est injuste. Il faut être honnête, c'est injuste. L'espérance de vie de la classe ouvrière ou de la classe des employés est beaucoup plus courte que celle des cadres ou des professions intellectuelles. Or, on leur applique le même âge. C'est pas possible, ça. Et l'espérance de vie à la naissance, l'espérance de vie en bonne santé à la naissance, 64 ans. 64 ans. Donc en bonne santé. En bonne santé. Donc ça veut dire que quand vous mettez le couperet à 64, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus en état de jouir d'une retraite à peu près normale, quoi. Donc la retraite des ouvriers va être beaucoup plus courte, plus difficile à mener, et celle des cadres supérieurs, enfin des classes dirigeantes, si vous voulez, une classe supérieure, sera beaucoup plus longue. Mais on va qui va payer ? Et qui paye pour ça ? C'est les cotisants, c'est-à-dire que c'est tout le monde. Donc en fait, on va demander aux pauvres de payer pour la retraite des riches. C'est ça que ça veut dire. Donc la mesure d'âge est mauvaise. En plus, on est déjà à 62. C'est une réforme qui avait été faite par Sarkozy, qui a été ratifiée par la gauche. La gauche y a ajouté ce qu'on appelle les comptes de pénibilité. Première mesure de Macron, il en a supprimé les 3/4. Mais ils étaient impraticables. Les entreprises disaient c'est une usine à gaz. À chaque fois qu'on va faire une réforme sociale, le MEDEF dit que le MEDEF ou le CNPF disent c'est l'usine à gaz. Ça va nous faire ployer sur la bureaucratie, etc. Oui, on n'aurait rien fait du tout dans ce cas-là. Mais on peut peut-être trouver plus simple aujourd'hui, c'est-à-dire telle fonction, elle vaut tant de points, telle autre, tant de points de pénibilité, etc. Ou passer par le simple contrôle de la médecine du travail. Macron n'en veut pas pour l'instant, autant que je sache. Il propose une visite médicale pour voir les gens qui sont réellement abîmés.
Non, ça c'est un faux semblant. Quand vous avez un métier très dur, vous pouvez rester en bonne santé jusqu'à 60, mais vous êtes usé. Et donc vous avez une retraite plus courte. Il faut rester à 62 ans, il faut admettre les 43 ans de cotisation, parce que quand c'est des annuités, ceux qui travaillent tôt partent plus tôt, et ceux qui travaillent tard partent plus tard. Tout à fait. C'est plus juste, on est d'accord. Mais 43 ans, c'est quand même long, donc ça facilite la résorption des déficits, on est d'accord. Et à mon avis, il faut réintroduire immédiatement les critères de pénibilité. Et alors vous allez me dire, il faut équilibrer parce que les sociodémocrates sont réalistes. Financière aussi. Il faut équilibrer le système. Oui. Je pense qu'on peut faire un demi-point sur les entreprises, dans la mesure où, depuis le début du quinquennat Macron, on a réduit substantiellement la fiscalité sur les entreprises. Ça a permis de la compétitivité et de l'emploi. Est-ce que vous n'allez pas casser cette dynamique? Mais pas avec un demi-point de cotisation retraite. Non. Évidemment, si on met des demi-points partout, là, d'accord. Mais bon, là, c'est un sujet qui est central pour beaucoup de Français. On peut accroître un peu, légèrement, les cotisations. Et ça, à mon avis, ça équilibre le système. Enfin, on n'en est pas loin. Est-ce que cette réforme ne va pas passer quand même? Parce que d'abord, la droite va la voter, et puis l'opinion est un peu fatiguée. Oui, mais on voit bien ce que c'est que le macronisme. C'est plus le en même temps. Là. C'est une réforme qui, à mon avis, est injuste socialement et qui passera grâce à la droite. Donc ça signe une identité politique. Et la rue peut bloquer? Ou vous sentez une France dépitée? C'est imprévisible. Lénine disait on ne peut pas faire sortir les masses en tapant avec un bâton sur le sol. Je ne suis pas léniniste, mais enfin bon, c'est une remarque de bon sens, c'est imprévisible. Donc peut-être qu'il ne va rien se passer, et que les syndicats rituellement vont manifester, et puis ça n'aura pas d'effet. C'est possible. Alors le congrès du Parti Socialiste se tient dans les prochaines semaines, entre ce jeudi, le 12, premier vote, le 25, ça sera conclu à Marseille. En quoi est-ce important, ce congrès du PS? Pour le PS, c'est important, parce que ça va répondre à la question être ou ne pas être. Alors, être quoi? C'est simple. Être un parti républicain, laïque, qui propose un projet de redressement du pays, qui prenne en charge le sort du pays, et qui se fonde sur une mutation écologique réaliste, avec le nucléaire. Et non pas un succès d'année qui est constamment absorbé par les déclarations, tonitruante de la France insoumise. Par exemple, revenir sur la retraite à 60 ans. Les 60 ans et 40 années de cotisation, ça ne tient pas la route. Et le PS n'en voulait plus et finalement le soutient parce qu'ils sont nupéisés. Et si Olivier Faure est réélu, le PS va disparaître, va se dissoudre? Non, il restera le supplétif de LFI. Il y a un pari là-dessous, il faut savoir. Olivier Faure considère que Mélenchon ne pourra pas se présenter, à mon avis il se trompe. Et que ça sera un socialiste. Donc il faudra trouver un socialiste. Comme il aura été fidèle contre ses propres idées à Mélenchon, il dira ça sera moi. Erreur selon vous? Erreur tragique, oui. Tragique parce que jamais, ça les gens ne prennent jamais ça en compte. Jamais la gauche radicale n'a gagné une élection. Si, au Venezuela. Et une fois en Grèce. Mais ça a duré 3 jours parce que Tsipras a tourné changé au bout de 3 jours. Et ailleurs, et en France, ça ne s'est jamais produit non plus. Vous prenez le Front Populaire, vous prenez le Mitterrand, vous prenez Jospin, vous prenez Hollande. C'est toujours la gauche modérée qui est la locomotive. Qui domine. C'est ça pourquoi? Parce qu'il faut récupérer un électorat de classe moyenne et du centre. Autrement, vous n'avez pas de majorité. Et là, c'est pareil. Il faut récupérer des gens qui sont chez Macron. Il faut se réconcilier avec c'est difficile, hein. Il faut se réconcilier avec la gauche populaire pour reprendre des électeurs qui sont passés à l'extrême droite ou à l'abstention. Et il faut reprendre des gens chez Macron. Et pour ça, il faut un projet social. Il faut parler aux classes populaires, donc social. Réformiste, raisonnable. Crédible en tout cas. Et deuxièmement, il faut attaquer franchement les sujets qui fâchent à gauche. L'insécurité, l'immigration. Et il faut répéter que la gauche a inventé la laïcité. Donc il faut être intraitable avec les questions liées à l'islamisme. Si le PS, mené toujours par Olivier Faure, continue ce chemin dans le sillage de LFI, est-ce qu'il faudra créer à côté un autre PS, un PSD, Parti social-démocrate, pour incarner ce que vous dites? C'est la question qu'on se pose. Ça divise, mais ça permet d'incarner un avenir. Absolument. C'est la question qu'on se pose parce que si rien ne change au PS, il restera... la 5e roue du carrosse de la NUP et tout un électorat restera
exploser, éparpiller façon puzzle entre ceux qui votent utile Mélenchon parce qu'il est devant et ceux qui votent Macron. Est-ce que la NUP ne va pas se désarticuler d'elle-même entre l'affaire Quatennens qui divisait les filles et puis la perspective des européennes où chacun va faire sa liste? Pas forcément, parce que les députés sortants ont été élus en partie grâce à des voix de LFI. Donc Mélenchon a dit, attention, hein, si vous ne rentrez pas dans le rang, on présentera des candidats contre vous. Donc c'est une chose qui fait peur. Néanmoins, c'est pour ça qu'il faut réinventer ou restaurer une force socialiste réaliste qui gagne son autonomie par rapport à la gauche radicale. C'est normal, il doit y avoir une gauche radicale, elle a le droit d'exister évidemment, mais il doit y avoir une gauche réformiste, forte. Le rendez-vous de cette force-là, nouvelle, réformiste, raisonnable, c'est les européennes? C'est plutôt les municipales? Le premier rendez-vous, c'est les européennes. Il faut une liste autonome. Alors, tout dépend du Congrès. Le Congrès est important. Parce que le PS peut aller dans ces directions-là. Il concerne peu de gens et il n'intéresse pas beaucoup les gens, mais c'est très important. Parce 41 000 votes. C'est le sort de la NUP qui se joue là. Si c'est Maillé-Rossignol, si c'est Hélène Geoffroy, il y a une possibilité de voir le PS revenir dans la bonne ligne. Oui. Oui, parce qu'il y a un accord implicite entre Geoffroy et Maillé-Rossignol. Si Maillé-Rossignol est devant, Geoffroy se retire, le soutien à voter pour lui. Je ne crois pas que l'inverse soit vrai, malheureusement. Enfin bon, c'est déjà quelque chose. Ça peut tout changer. Ça changera au moins la majorité du pays. Mais après, il y a un gros travail. Après, il faut faire une sorte d'Épinay. L'équivalent d'aujourd'hui, alors dans les conditions différentes, mais de ce qu'a été le congrès d'Épinay. C'est un congrès qu'à l'époque, on avait considéré que c'était une manœuvre, et en fait, ça a lancé le renouveau du PS. Un mot sur l'incarnation de cette social-démocratie pour 2027. C'est qui? C'est Hollande? C'est Bernard Cazeneuve? C'est des gens qu'on connaît pas aujourd'hui? À chaque fois qu'il y en a un qui sort, oui. Les autres lui tombent dessus. Là aussi, c'est le mal chronique des socialistes qui ont du mal à se mettre derrière quelqu'un. Il faudra trouver une personnalité neuve, peut-être, une femme, jeune, élue locale. On cherche. Et on peut trouver? Vous avez de l'espoir? Vous avez des noms? Oui, non, mais il y a des gens tout à fait compétent. Maillé-Rossignol en est un exemple. Mais Hélène Geoffroy est une femme très très respectable. Hein. Et vous avez le maire de Montpellier qui s'appelle Delafosse. Que nous avons eu comme invité. Il y en a d'autres. Il y a des pistes donc pour 2027. Là, il faudra quelqu'un. Voilà. Mais on aura 3 ans, donc c'est pas non plus. Mais enfin, il faut s'y mettre. Laurent Geoffrin, merci. Bonne journée. Bonne journée.